La RDC et l'hypocrisie de l'état de siège. Cette vidéo parle de l'urgence de l'état de siège, de ses côtés positifs et négatifs, de ses risques abusifs et dictatoriaux et de ses erreurs de calcul sur les groupes rebelles. Mais d'abord, pourquoi l'état de siège en RDC ? Le chef de l'État congolais a invoqué la loi martiale, prétextant l'urgence de bloquer les causes approfondies du conflit, alors que sur le terrain, on n'observe pas vraiment de mesures appropriées ni pour éteindre le feu qui brûle la population, ni pour éradiquer les causes des massacres. S'attaquer aux conséquences de la guérilla des groupes armés dans l'est de la RDC ne va pas sauvegarder la désintégration de la sphère publique. Déjà, pour gérer la crise et s'assurer de la survie de l'ordre politique provinciale, l'armée doit cesser d'être l'autorité décisionnelle et les libertés individuelles doivent être rétablies le plus tôt possible. En cette période extrême et de danger et de circonstances nationales et régionales désespérantes, la survie de l'entité politique locale et le rétablissement de l'ordre public sont urgents. Mais l'installation de l'état de siège et du gouvernement militaire n'était pas une réponse adéquate aux crises classiques de l'Est de la RDC. La partie orientale du pays vivait déjà depuis à peu près 20 ans les catastrophes de massacres incessants et le spectre des activités agressives des pays limitrophes. On sait que les armées étrangères opèrent de manière excessive en RDC. Depuis 25 ans, jour pour jour, les rébellions avaient déjà supprimé les libertés individuelles. Les populations locales vivaient en permanence dans la peur des attaques des groupes armés et des contre-attaques de la soi-disant armée nationale. Les couvre-feux étaient monnaie courante et il y avait l'absence de l'État dans certains coins de l'Est. Aujourd'hui, en plus du calvaire que les populations subissent, la réduction de leurs droits individuels, l'établissement de nouveaux couvre-feux, la limitation de déplacements, les perquisitions abusives, les saisies démesurées des biens privés ne sont pas des éléments appropriés à la solution du problème congolais. La vie des populations devient tout simplement un cauchemar au quotidien. Les forces armées qui sont devenues les pouvoirs spéciaux pourraient échapper au contrôle du pouvoir législatif. Comme le pays est considéré comme étant dans une période de guerre ou une crise de sécurité nationale, Tshisekedi pense qu'il peut se permettre tout. Voilà un côté très répugnant de l'état de droit. La disposition d'un pouvoir de décision extrajudiciaire sans consultation n'est pas un moyen efficace pour parvenir à une paix durable. Partant de cela, l'état de siège de M. Tshisekedi est un pouvoir négatif et antinomique à son état de droit tant prôné. Ne vous trompez pas, sachez que Tshisekedi avait des objectifs précis sur l'état de siège. Il visait la restriction de droits civils et l'utilisation des tribunaux militaires à des fins civiles. Une contradiction parfaite de l'état de droit.
En RDC, l'état de siège vise non seulement la fraude, mais aussi la prédominance des règles juridiques sur le pouvoir politique, voire l'obéissance des gouvernants et des gouvernés aux décisions du malheur. M. Tshisekedi change l'état de guerre permanent à un état de siège temporaire qui devient un double état de siège. Les dirigeants congolais et les chefs des milices, qui disposaient déjà de pouvoirs autoritaires, inconstitutionnels et cruels, se frottent les mains. Chacun à ses côtés renforce les approvisionnements nécessaires pour alimenter le double état de guerre. Les groupes rebelles et l'armée nationale se rassurent en même temps. La menace régionale posée par les dirigeants locaux corrompus et les sponsors étrangers des groupes rebelles aurait été préoccupée par l'état de droit si et seulement si celui-ci mettrait tous les coupables connus en prison et augmenterait les mesures sécuritaires, juridiques et géopolitiques et ainsi étoufferait les grands criminels que je ne citerai pas ici. Alors, pourquoi les tribunaux militaires ne poursuivent pas les parlementaires connus qui parrainent les milices et les présumés terroristes? L'inculpation de ces dignitaires pourrait se faire sans invoquer l'état de siège. Pourquoi viser à suspendre les règles et procédures normales quand on sait d'avance que les procédures spéciales, discrétionnaires, seront incapables de répondre à des situations qui menacent depuis longtemps la sécurité de toute la République? On sait qu'il y a entre autres la possibilité d'une nouvelle invasion étrangère, d'une insurrection et d'une sécession. Au contraire, M. Tshisekedi aurait fallu s'attaquer au vieil ordre congolais qui avait déjà mis en place une élite rwandaise en lui donnant tous les pouvoirs secrets de manière permanente. On n'a vraiment pas besoin d'un état de siège qui conspire à renforcer le pouvoir Tutsi. La première étape de l'état de siège aurait été de régler directement les comptes avec les causeurs des guerres. La deuxième étape aurait été de défendre les ressources naturelles et doter le pays de moyens de développement économique. Un mode de décision rapide n'était pas une réponse adéquate aux exigences de la crise congolaise. Nous n'avons répondu ni politiquement ni géopolitiquement à notre situation perpétuellement dangereuse. Un processus militaire rapide était une propension à aggraver les choses. Au-delà de l'aggravation des massacres de Congolais, il y a des risques institutionnels réels, notamment abus de pouvoir, excès de zèle constitutionnel et dictature élective. En RDC, on voit que l'état de siège concentre toute l'autorité sur un simple général. Même s'il s'agissait d'un conflit armé ouvert, le président aurait dû se préoccuper d'abord de la protection de l'état de droit, de l'appui à l'ordre constitutionnel, de la prévention des pouvoirs arbitraires et de l'étouffement de la corruption. Il y a incapacité de préserver la totalité du régime constitutionnel. L'après-état de siège serait égal à un état de dictature constitutionnelle. Dans la Rome antique, la dictature constitutionnelle est l'exemple le plus clair de l'état de siège de M. Tshisekedi.
Lorsque la survie de la République était menacée, le Sénat romain nommait un citoyen qui était appelé dictateur et à qui on accordait des pouvoirs militaires étendus pendant 6 mois dans le seul but d'avoir un agissement de manière décisive pour répondre aux exigences de la crise. Cette dictature constitutionnelle était provoquée par les pouvoirs d'exception du dictateur. Si vous me demandez mon avis, je vous dirais que l'état de siège congolais est un coup d'état de Tshisekedi qui a donné le pouvoir à un général dictateur. C'est lui qui est donc le responsable de la dictature constitutionnelle qui doit nécessairement suspendre d'importantes institutions politiques et juridiques. Si vous suspendez l'ordre juridique normal, attendez-vous à des conséquences en ce qui concerne les libertés civiles et les droits de l'homme. Car, à vrai dire, il n'en restera que dictature et totalitarisme. M. Tshisekedi a voulu créer un pouvoir inhérent, c'est-à-dire un pouvoir qui n'est pas soumis au système de contrôles appropriés. Dans ce cas précis, l'état de siège ne viserait que l'autogestion de la partie orientale congolaise. Dans cette perspective, Tshisekedi serait le seul décideur pour se permettre d'instaurer, en plus de la dictature constitutionnelle, 2 autres dictatures sécuritaires et électives. Tout a été calculé d'avance. La dictature élective a été déjà implantée par la corruption présidentielle. Le Parlement est déjà totalement contrôlé par M. Tshisekedi et ce contrôle va s'empirer dans les jours qui viennent. Comme M. Tshisekedi contrôle le gouvernement, l'armée, le Parlement et la Cour constitutionnelle, redoutez une chose, un long mandat présidentiel. Chères Congolaises et Congolais, l'état de siège est un calcul politique pour que M. Tshisekedi garde la fonction présidentielle après 2023. Si l'on pense au Parlement corrompu et à la Cour constitutionnelle déformée, on voit que les mécanismes sont en place pour que M. Tshisekedi reste au pouvoir. De plus, après l'état de siège, il serait vraiment absurde de penser que M. Tshisekedi perdrait les élections. Dès que M. Tshisekedi jugera bon que tout est mis en place pour gagner non pas la guerre à l'Est, mais les élections nationales de 2023, l'autorité accumulée par ses généraux ou tout simplement l'état de siège prendra fin.